Depuis des décennies, les bases militaires ont signalé que des appareils non identifiés pénétraient les espaces aériens les plus réglementés. Est-ce que ce sont les soviétiques ou s'agit-il d'autre chose? Ces objets volants non identifiés sont-ils le reflet d'une technologie d'espionnage de pointe? Il y a un intérêt manifeste pour notre technologie. Ou bien y a-t-il autre chose? Une explication surnaturelle? Était-ce une arme? Un avertissement? Qu'est-ce que c'était? Voici quelques-unes des apparitions d'ovnis les plus extraordinaires de l'histoire. Nous voyons ce qui semble être un faisceau lumineux descendre au sol. Sur des bases de l'US Air Force situées en ligne de front pendant la guerre froide. Bon sang, mais à quoi il joue? Stop. Si des objets volants non identifiés infiltrent des installations top secrètes, faut-il mettre le monde en alerte rouge? Des objets volants non identifiés ont été aperçus dans nos cieux depuis des décennies. Des milliers d'observations d'ovnis ont été recensées dans les dossiers officiels du gouvernement. La plupart ont une explication logique, scientifique. Pourtant, certains cas sont restés inexpliqués, classés top secret, non identifiés. Les dossiers récemment rendus publics peuvent-ils révéler la vérité sur ces apparitions d'ovnis? La nuit de Noël, en 1980, les agents de sécurité d'une base aérienne de l'OTAN remarquent que quelque chose cloche. À 160 km au nord-est de Londres, deux bases de la Royal Air Force se trouvent côte à côte, Woodbridge et Bentwaters. Elles sont séparées par une zone boisée, la forêt de Rendlesham. Pendant la guerre froide, ces bases aériennes britanniques étaient gérées par l'US Air Force. Le caporal John Burroughs et le sergent Bud Stephens sont patrouilleurs de la police de la force aérienne des États-Unis. Ils ont un objectif, protéger la base. Le sergent Stephens qui conduisait a remarqué d'étranges lumières dans la forêt. Burroughs est affecté à la base depuis 1 an et demi. Il n'a jamais rien vu de semblable. C'était étrange. On aurait dit une sorte de lumière blanche. Les deux patrouilleurs sortent de la base et pénètrent dans la forêt pour en savoir plus. Quand Burroughs sort de la voiture, il remarque tout de suite quelque chose d'anormal. Il y avait une sorte d'électricité statique dans l'air. Quelque chose n'allait pas. Stephens a dit « Bon, fichons le camp d'ici et retournons à la grille ». Burroughs et Stephens rentrent à la base. Ils ont besoin d'une autorisation avant de poursuivre leur enquête. Je suis sorti en vitesse pour aller téléphoner. Le chef d'équipe avait reçu confirmation que quelque chose qui se trouvait sur la zone avait disparu des radars. Le bureau des autorités de police de la RAF de Bentwaters avertit la police du Suffolk que des soldats enquêtent sur ce qui pourrait être un ovni. C'est le premier maillon d'une chaîne de documents de ce qui sera considéré comme l'une des observations d'ovnis la plus importante de l'histoire. Le sergent-chef Jim Penniston et le pilote Edward Cabanzak sont désignés pour rejoindre Burroughs. Leurs ordres, enquêter sur des lumières non identifiées dans la forêt de Rendlesham. Pendant qu'on roulait, on voyait toujours les lumières dans la forêt. Finalement, on est arrivé là où le camion ne pouvait plus aller plus loin, et on s'est arrêté. Stop. Nous sommes descendus du véhicule, tous les trois. Nous avons suivi les lumières dans la forêt. On sentait monter l'adrénaline, et là, on s'est déployé. Plus de 30 ans après, John Burroughs revient sur ses pas dans la forêt de Rendlesham. C'est là que nous étions, le sergent Penniston, le pilote Cabanzag et moi-même. On aurait dit qu'à certains moments, on s'en rapprochait et que nous allions tomber dessus. Et puis, quand on est arrivé là où on pensait que c'était, il n'y avait rien. Les trois hommes s'approchent de la lumière dans la forêt. Nous sommes arrivés sur un replat. Alors qu'ils débouchent sur une clairière, Tout à coup, on y était. Toute cette zone était éclairée comme en plein jour. Et là, on s'est tous jetés au sol. On regardait ce truc et on aurait dit que ce je ne sais pas quoi se rassemblait pour s'élever. J'avais l'impression que ça rapetissait en s'élevant. Et c'est parti à toute vitesse vers la côte.
Burroughs, Peniston et Cabansack ne savent pas ce qu'ils viennent de voir. Mais une enquête est sur le point d'être ouverte. Tôt le lendemain matin, le personnel de la base et la police locale circonscrivent la zone où un engin non identifié s'est sans doute posé. Ils examinent les lieux et découvrent 3 étranges empreintes sur le sol. Au début des années 90, Nick Pope a travaillé pour le ministère de la Défense du Royaume-Uni dans l'unité chargée d'enquêter sur les ovnis. Pendant que j'étais sur le projet OVNI du ministère de la Défense, il me semblait évident que l'incident de la forêt de Rendlesham était le cas d'observation d'OVNI en Grande-Bretagne le plus important et le plus convaincant. Pendant son séjour au ministère, il étudie les dossiers de Rendlesham. Quand on reliait entre elles les 3 empreintes relevées, elles formaient un triangle. C'était la preuve matérielle qu'un objet avait en quelque sorte manœuvré dans cette petite clairière. Quel est cet objet? Est-ce que ce sont les soviétiques ou s'agit-il d'autre chose? Nous sommes en 1980. Dans le ciel de l'Europe, la guerre froide bat son plein. Le monde est partagé entre 2 superpuissances nucléaires. Ronald Reagan vient d'être élu président des États-Unis. Il a juré de tenir tête à l'Union soviétique. Et sur la côte anglaise de la mer du Nord, les 2 bases de Woodbridge et de Bentwaters sont à distance de frappe si les soviétiques envahissent les alliés occidentaux. Moins d'1 semaine après leur expérience angoissante, Burroughs, Peniston et Cabansack sont priés de mettre par écrit leurs déclarations. Les déclarations détaillées des témoins clés avaient été rédigées. Ces documents top secrets conservés dans les archives de l'US Air Force, ce sont les comptes rendus rédigés à la première personne des événements survenus cette nuit-là. Ces documents ont été déclassifiés et obtenus en vertu de la loi sur la liberté d'information. Nous avons donc, avec ces dossiers et par une autre documentation, un véritable outil de vérification. Les documents de l'armée de l'air des États-Unis ont réellement sauvegardé dans ce document les récits faits par les témoins. La déclaration du sergent Peniston contient une observation frappante. L'objet, écrit-il, est incontestablement de nature mécanique. Mais alors, s'il est mécanique, qui l'a construit? Cela pourrait-il être le fruit d'une technologie américaine top secrète, par exemple? Richard Dolan, auteur et chercheur en ufologie, a étudié cette affaire en profondeur. S'agirait-il d'un satellite qui est tombé, comme certains l'ont dit? Non, je suis sûr que ça ne peut pas être un satellite. Absolument pas. Comment cela expliquerait-il ce qui s'est passé dans la forêt? Les Russes? Je n'y crois pas, parce que il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune raison de penser que ce soit issu de la technologie russe. Le mystérieux événement survenu près des bases jumelles serait-il lié à leur rôle stratégique si une confrontation due à la guerre froide avait lieu? Un certain nombre d'allégations ont été faites au fil des ans, disant que des armes nucléaires étaient stockées à Bentwaters et à Woodbridge. C'est une politique établie depuis longtemps par le gouvernement britannique, de ne faire aucun commentaire à ce sujet, de ne pas confirmer ni démentir la présence d'armes nucléaires à un endroit spécifique et à un moment donné. Mais il existe un lieu tristement célèbre qui relie sans conteste les armes nucléaires aux allégations sur les ovnis. Los Alamos est un des endroits clés à citer quand on veut parler du lien entre les ovnis et le nucléaire. C'était vraiment le centre de la technologie nucléaire américaine. Los Alamos, au Nouveau-Mexique, est le lieu de naissance légendaire de la bombe atomique. C'est ici que les plus grands cerveaux du XXe siècle conçurent et développèrent la bombe atomique. 3, 2, 1... Nous avons la trace d'un assez bon document qui relie les observations d'OVNI aux principales installations nucléaires. Et ce que vous constatez, rapport après rapport, c'est que bon nombre de ces événements étranges ont été observés par des scientifiques reconnus.
Décembre 1948, Université du Nouveau-Mexique. L'astronome Lincoln Lapaz témoigne avoir vu une grosse boule de feu verte depuis son labo d'Albuquerque. Il calcule sa trajectoire et réalise qu'elle se dirige vers Los Alamos, le centre de recherche atomique le plus important au monde à cette époque-là. Un objet inconnu a été suivi. Il allait à une vitesse incroyable. Ce n'était pas un de nos missiles. C'était un objet qui se déplaçait à la vitesse de 28 000 km/h. C'était complètement hors norme, vous savez, à cette époque. Aucun avion n'atteignait même la vitesse de 1600 km/h. Il volait à l'horizontale. Ça ne pouvait pas être une météorite. Il était beaucoup trop bas. Ça ne pouvait pas être un missile. En 1948, il n'existait pas de missile capable de suivre une trajectoire horizontale sur un temps aussi long. Personne ne savait ce que c'était. Le gouvernement américain engage le docteur Lapaz pour étudier les phénomènes de Los Alamos. Celui-ci interroge des dizaines de scientifiques et de militaires. Les observations sont concordantes. L'objet semble être sous contrôle. Il semblerait que ce soit la vie de chacun des scientifiques impliqués dans cette étude. Il doit y avoir quelqu'un derrière cette technologie. Et la question est, qui ? Vous vous retrouvez avec ce phénomène complètement inexplicable, à proximité immédiate du cœur de la science et de la technologie nucléaire américaine. Plus de 30 ans plus tard, dans la forêt de Rendlesham, le rapport du sergent Jim Penniston décrit quelque chose qu'il croit être incontestablement de nature mécanique. Il y a une relation très forte entre ces objets non identifiés, quels qu'ils soient, et leur proximité avec des sites majeurs de la technologie nucléaire, que ce soit les armes ou les centres de recherche. Y a-t-il des armes nucléaires stockées sur les bases de Bentwaters et de Woodbridge? Les gouvernements anglais et américains ont refusé tout commentaire. Il y a peut-être une relation entre les bombes atomiques et les objets volants non identifiés. Mais cette histoire va bientôt devenir plus étrange encore. Nous apercevons des lumières dans la forêt de Rendlesham. Pendant les 2 nuits suivantes, les étranges lumières sont de retour près des bases jumelles. Aucune trace des observations de la 2e nuit n'a jamais refait surface. Mais pour la 3e nuit, c'est différent. Cette fois, des officiers supérieurs sont sur place. Le vice-commandant de la base, le lieutenant-colonel Charles Holt, est personnellement témoin. Il a décidé de se rendre à la clairière où Burroughs et Penniston avaient fait leur découverte la première nuit. L'intention de Holt était de désamorcer toute la situation. Des rumeurs sur les observations d'OVNI se propageaient sur toute la base. Holt souhaite donc y mettre un terme et démystifier cette absurdité au sujet des OVNI. Ce qui va se passer ensuite fera l'objet d'un des meilleurs rapports officiels sur les observations d'objets volants non identifiés. Le colonel Holt avait pris avec lui un petit magnétophone à cassette portable. Nous sommes à environ 50 mètres du point d'impact initial, enfin du supposé point d'impact. Il n'y a aucune controverse d'aucune sorte quant à l'authenticité de cet enregistrement. Ça donne quoi sur l'échelle? Nous en sommes maintenant à 5 sur 10, monsieur. Le colonel Holt et tous les autres témoins se souviennent de l'expérience. Ok, nous examinons maintenant la première empreinte avec la lunette. Cet enregistrement est d'une importance capitale. Il relate avec précision ce que Holt et ses hommes ont vu. C'est étrange. Est-ce que quelqu'un veut regarder ces marques sur le sol? Holt et son équipe ont apporté des compteurs Geiger qui détectent des niveaux de radiation anormaux. Il constate que les niveaux de radiation sont au maximum au niveau des 3 empreintes laissées par l'OVNI là où il a atterri la première nuit. Un frottement ou je ne sais quoi sur le sol. Les aiguilles de pin sont repoussées là où la radioactivité est forte. Vous pensez que c'est dû à ça? Oui, absolument. Il semblait y avoir des traces de brûlure, des marques noires sur les troncs des arbres autour de la clairière. Oui, il y a une marque due à la chaleur sur l'arbre. C'est indéniable. Disons à environ 1 mètre du sol. C'est inquiétant. Il y a ces pics de niveau de radiation sur les 3 empreintes et sur les troncs des arbres. Et à ce moment-là, ça devient une réalité pour Holt. Parce que quelqu'un appelle et dit « Monsieur, c'est revenu, regardez derrière les arbres ». Là, juste dans cette direction. Je le vois aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est une étrange petite lumière rouge.
Y a pas de doute. C'est une sorte de petite lumière rouge clignotante. C'est jaune. Oui, j'ai vu du jaune aussi. C'est bizarre. Retournons à la lisière de la clairière, on aura une meilleure vue. L'équipe de Holt fait demi-tour. Ils ne savaient vraiment pas à quoi s'en tenir. Nous nous éloignons du site à environ 110-120 degrés par la clairière. Nous avons toujours une lecture sur le compteur. À ce moment-là, ils réalisent que ça s'approche vraiment. Comme si ça venait vers eux. Ça se dirige par ici. Ça se dirige vraiment par ici. Les particules se détachent. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bizarre. Quand vous écoutez la bande, vous entendez la tension et la peur dans la voix de ces hommes. Il vient du sud. Il arrive vers nous maintenant. Nous observons ce qui semble être un faisceau lumineux qui descend vers le sol. C'est incroyable. Ils regardent dans la direction d'où ils sont venus et sans conteste, ce qui semble être juste au-dessus de la base est bien l'un des ovnis. Et il envoie des rayons de lumière sur une zone qui sera identifiée par la suite comme étant la zone de stockage des armes. Était-ce un message? Était-ce une arme? Était-ce un avertissement? Qu'est-ce que c'était? Ce n'est pas la première fois. 5 ans avant l'incident de la forêt de Rendlesham, une base de l'US Air Force connaît une histoire semblable. Nous sommes fin octobre 1975. Il est tard dans la nuit et nous sommes à la base militaire de Loring, dans le Maine. Quelque chose d'inconnu est détecté et se dirige vers la base. Loring est une base stratégique du commandement aérien, où des avions à charge nucléaire sont prêts à contrer une agression russe. Vous ne vous êtes pas identifié. Vous survolez un espace aérien strictement réglementé. Un rapport de cette nuit-là indique que l'objet non identifié volait à 150 pieds et qu'il a été aperçu près de la zone de stockage des armes. Bon sang, à quoi il joue? Les témoins oculaires décrivent l'appareil comme étant un hélicoptère. Identifiez-vous, à vous. Mais quand un hélicoptère de la garde nationale tente de l'intercepter, le pilote ne parvient pas à voir l'intrus. Pendant 2 heures, l'appareil est aperçu près de la zone de stockage des armes de la base. Puis, il disparaît dans la nuit. Les similitudes entre l'incident de la forêt de Rendlesham et celui de la base aérienne de Loring 5 ans auparavant sont intrigantes. Voilà un ovni qui non seulement viole notre système sophistiqué de défense aérienne, mais qui en plus survole directement la zone de stockage des armes. Loring était importante parce qu'on y stockait des armes nucléaires. Cela se reproduit la nuit suivante, à la même heure exactement. Donc, cette fois encore, on a quelque chose qui arrive, qui fait un tour pendant un temps donné, puis qui s'en va. Finalement, c'est le même scénario. Le même scénario a été observé à Rendlesham. Nous observons ce qui semble être un faisceau lumineux qui descend vers le sol. Il y a un intérêt manifeste, quel que soit ce qui se cache derrière ce phénomène, pour notre technologie. Il serait stupéfiant d'envisager une situation où un ovni opère en toute impunité sur un site militaire sensible, sans que ce soit une source de préoccupation dans des sphères supérieures. Le problème est sérieux. Il faut savoir ce qui a survolé les bases de Bentwaters et de Woodbridge. On ne sait toujours pas ce que c'est. Serait-ce une menace pour les bases militaires? Ça se dirige par ici. Ça se dirige vraiment par ici. Des particules se détachent. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est bizarre. C'est la 3e nuit des observations. Le lieutenant-colonel Charles Holt est au cœur de l'une des observations d'OVNI les plus circonstanciées de l'histoire. Il vient du sud. Il arrive vers nous maintenant. Nous observons ce qui semble être un faisceau lumineux qui descend vers le sol. C'est incroyable. L'armée boucle le périmètre. Seul le personnel militaire a accès à la forêt. Le patrouilleur John Burroughs, témoin de la première nuit, est au repos, mais il se précipite sur les lieux. L'autre pilote et moi avons reçu l'autorisation de nous rendre sur le terrain et de participer à la petite soirée du colonel Holt. Holt et ses hommes sont sur le point de rentrer à la base pour établir un rapport sur ce qu'ils ont vu. Quand j'ai retrouvé le colonel, il s'est retourné et a montré du doigt l'emplacement de la base de Bentwaters. À ce moment-là, j'ai vu une lumière bleue qui semblait voler dans le ciel. Avec la permission de Holt, Burroughs et le sergent Bustinza vont plus loin.
On voulait sortir de là et s'en approcher encore une fois, parce que on ne savait plus quoi penser, on ne savait pas ce que ça pouvait bien être, ni pourquoi c'était revenu. Tandis que les deux hommes s'avancent vers l'objet, le sergent Bustinza chute au sol. En fait, il a senti quelque chose le pousser, le maintenir au sol. J'ai regardé en l'air et on aurait dit que l'objet était juste au-dessus de nous. Burroughs est hypnotisé par la lumière intense. On avait l'impression de vivre une scène filmée au ralenti. Et puis tout à coup, l'objet est parti. Pour John Burroughs, ce qui s'est passé ensuite est un mystère total. Je n'ai aucun souvenir à partir du moment où j'ai quitté le terrain jusqu'au dimanche soir, ce qui fait environ 14 heures pendant lesquelles je ne sais pas comment je suis rentré à la maison, ni où j'étais. Quelques jours plus tard, le colonel convoque Burroughs, Peniston et Cabanzac pour qu'ils présentent leur rapport. Quand on nous a demandé d'écrire un rapport, on m'a dit de faire seulement un bref résumé de notre expérience de la première nuit. Le protocole militaire semble ne pas être respecté. On demande à Burroughs de ne pas parler des événements de la nuit 3 dans son rapport. Je ne peux qu'émettre des suppositions. Peut-être était-ce parce que le sergent Bustinza et moi étions allés trop près et qu'il ne voulait pas que ça apparaisse. Le colonel Holt voulait que toute cette situation se termine. Il voulait tout oublier et laisser toute cette histoire derrière lui. Holt décrit cette affaire comme étant néfaste à l'avancement d'une carrière. Mais Holt est l'officier responsable. Il n'a pas le choix. 2 semaines après la nuit 3, il rédige un rapport détaillé sur les observations d'OVNI. C'est le seul document officiel sur la 3e et dernière nuit des incidents de la forêt de Rendlesham. Le mémo de Holt est intitulé « Lumières inexpliquées ». Mais il est évident que cela décrit quelque chose qui va au-delà de simples lumières dans le ciel. Ce titre discret est, d'entrée de jeu, une tentative délibérée de vouloir minimiser l'incident. Mais bien entendu, le rapport de Holt fait comprendre clairement que ce n'était pas de simples lumières, mais qu'un engin métallique avait atterri. D'autres pensent que la source de ces lumières était plus terre-à-terre. Mon sentiment est que ce qu'ils ont pris pour les lumières d'un ovni était celle du phare de Orford Ness. Tim Printy est un sous-marinier de l'US Navy à la retraite. Il est chercheur en ufologie et il est sceptique. Le phare se trouvait dans la même direction que celle que les aviateurs ont prise. Le phare d'Orford se trouve à 10 km exactement à l'est de la forêt de Rendlesham. Ils sont sortis par la grille est, ils ont marché dans les bois, ils sont arrivés dans un champ, et de ce champ, on peut voir la lumière du phare assez loin. Le rapport de police confirme l'hypothèse de Printy. Au cours de leur enquête, ils indiquent que les seules lumières visibles par les officiers sur place étaient celles du phare d'Orford. Printy va encore plus loin. Il pense que l'enregistrement de Holt est la preuve qu'ils ont vu les lumières du phare, et rien de plus. Sur l'enregistrement du colonel Holt, vous avez une courte indication temporelle. Ça revient toutes les 5 secondes. C'est précisément le temps de rotation du phare d'Orford Ness. Il y a un court passage sur la bande qui semble bien correspondre à l'intervalle dont parle Printy. C'est là, un flash entre les arbres, et ça revient. Regardez. Le voilà. Ah oui, je l'ai vu aussi. Les hommes de la base auraient-ils confondu la lumière du phare d'Orford avec un objet non identifié? Nick Pope n'y croit pas. Nombreuses sont les théories sceptiques sur la forêt de Rendlesham. Mais j'ai examiné attentivement ces cas non résolus au ministère de la Défense et ils ne tiennent pas la route. Je suis allé à de nombreuses reprises dans la forêt de Rendlesham, dans la plupart des endroits où les témoins ont vu l'OVNI. Les éclairs du phare ne sont même pas visibles. Malheureusement, le phare d'Orford est désormais hors service. On ne peut donc plus faire d'autres analyses. Même si les lumières aperçues par Holt et Burroughs provenaient du phare, cela n'explique pas les expériences étranges des autres témoins. Larry Warren est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de Rendlesham. Il était chargé de la sécurité des forces aériennes à l'époque de l'événement. La nuit en question, j'étais présent. C'était la nuit où Charles Holt a fait son enregistrement. Je n'étais pas dans les bois avec lui. Je n'ai jamais prétendu y être. Larry Warren est retourné à la base de Pentwaters pour la première fois depuis 30 ans.
Son récit de ce qui s'est passé la troisième nuit va bien au-delà de ce que Holt et Burroughs ont dit jusqu'à présent. Ici, nous sommes au bout de la piste de Bentwaters. Troisième nuit. Warren est de garde au bout de la piste de Bentwaters. Il y a des lumières au-dessus de la forêt. J'ai reçu un appel du central de contrôle de la sécurité. Ils m'ont dit votre mission est annulée. Le sergent Englund va arriver, il vient vous chercher. Donc, dans les 10 minutes, j'ai vu arriver 3 individus à l'arrière du véhicule de la police de sécurité. Warren réalise qu'ils roulent dans la forêt de Rendlesham et qu'ils ont franchi la grille est de Woodbridge. Et c'est là que tout a... Eh bien, tout a mal tourné pour moi. Warren arrive au camp de base des opérations. On lui ordonne immédiatement de fouiller la forêt. J'ai vu des lumières au loin. Au début, rien ne lui semble sortir de l'ordinaire. Tout était normal. Je pensais que c'était un exercice d'entraînement. Mais c'est devenu bizarre. C'est devenu étrange. L'histoire de Larry Warren va prendre une tournure surprenante qui va bien au-delà de notre monde. 28 décembre 1980, la troisième nuit des observations d'OVNI. L'agent de sécurité de l'US Air Force, Larry Warren, avance avec précaution dans la forêt de Rendlesham, pas très loin de l'endroit où s'est produit l'événement de la première nuit. On est alors au milieu de la nuit. 2 nuits après le contact initial. Warren et les agents de sécurité se dirigent vers une clairière dans les bois. Il y avait une énorme charge d'électricité statique dans la forêt. On sentait nos poils se hérisser sur nos bras. Il y avait une sacrée énergie tout autour de nous. Warren déclare être entré dans la clairière. Et là, au-dessus du sol, il y avait une brume d'environ 15 mètres de diamètre. Ça ne planait pas, non, c'était comme du brouillard. Ces souvenirs vont bien au-delà de n'importe quel autre rapport. Les caméras, à ce moment-là, étaient derrière moi, sur la droite, juste ici. Elles filmaient cette chose, ce brouillard lumineux. C'est par là que les chefs sont arrivés. Oui, juste ici. Au-dessus de ce bouquet d'arbres, une lumière rouge est apparue. Et cette lumière rouge avançait. Elle a décrit un arc de cercle au-dessus du terrain, environ 6 mètres au-dessus de ce brouillard au sol, et ça a explosé. Quasi instantanément. Et le flash était si puissant que on est resté aveugle un moment. Le récit de Larry prend une tournure spectaculaire et dramatique. Il y avait cette chose. C'était comme dans un rêve. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était en forme de triangle. Et ce quelque chose échappait à notre regard. Aucune ouverture, non rien, c'était... Vous ne pouviez pas... Ça n'arrêtait pas de changer. Ça paraissait rouge, mais pas vraiment rouge, il y avait du bleu à la base. Ce que Larry Warren raconte ensuite rend cette histoire encore plus étrange. Et puis tout à coup, en face de nous, en face de moi, sur la droite de cette chose, une lumière s'est déplacée, à 1 mètre du sol. C'était doré bleuâtre, et ça s'est divisé en 3 lumières, par ici. Puis cette lumière s'est estompée, et à l'intérieur, il y avait 3 créatures. Ah, bien sûr, ils n'étaient pas comme vous et moi. C'était petit, à peu près de cette taille-là. C'était une sorte de chose translucide, avec ce qui ressemblait à des têtes et des visages. Tout ça s'est passé juste là. Oui, juste là. Aujourd'hui, ils cultivent des carottes à cet endroit. Larry Warren est persuadé qu'il a vu un certain type de vie inconnu cette nuit-là, dans la forêt de Rendlesham. Larry dit que non seulement il a vu l'OVNI, mais qu'il a aussi vu ce qui pourrait être une sorte de rendez-vous entre les officiers supérieurs de l'US Air Force et probablement des extraterrestres. Les hauts gradés de la base ont nié toute implication, mais ils étaient là. Puis quelqu'un m'a tapé sur l'épaule et m'a ramené vers les véhicules. J'ai pris le bus
pour revenir sur le site principal de Bentwaters. Alors l'agent Larry Warren fait ce que tout jeune homme de 19 ans aurait fait. Un appel en PCV pour les États-Unis d'Amérique. J'ai appelé ma mère. Je voulais qu'elle sache pour cette chose. Et j'ai dit, maman, tu vas pas le croire. Un ovni a atterri près de la base. Je l'ai vu. Je continuais de parler, mais on avait été coupé. J'ai raccroché. J'ai rappelé l'opératrice. Elle m'a demandé si j'appelais de la base. J'ai dit oui. Elle m'a répondu, quelqu'un a coupé depuis la base. Vous savez quoi? Je m'en doutais. Cette nuit-là a changé ma vie pour toujours. J'étais quelqu'un en arrivant ici, j'étais quelqu'un d'autre quand j'ai quitté cet endroit. Aucun document ne confirme l'étrange et remarquable récit de Warren à propos de la troisième nuit. C'est une histoire qui reste controversée et non prouvée. Mais les dossiers qui existent fournissent un ensemble de preuves. Nick Pope pense qu'elles auraient pu être étouffées devant l'insistance du gouvernement qui conclut que cette observation d'OVNI n'avait rien d'important pour la défense. Ceci est un aspect intéressant de cette affaire, parce que nous avons la position du gouvernement des États-Unis. Il affirme que les ovnis ne sont plus un sujet d'actualité. Mais parallèlement à ça, il est évident qu'une enquête approfondie a été menée sur ces ovnis. Le plus haut gradé des officiers de l'US Air Force en Europe s'est déplacé personnellement pour être mis au courant. Dans un mémo déclassifié daté du 16 février 1981, un officier supérieur de la RAF déclare que le général Charles Gabriel, commandant en chef des forces aériennes des États-Unis en Europe, s'est déplacé à Bentwaters. Le fait que le général Gabriel ait rendu visite à la base pour être informé des incidents démontre que tout cela a été pris très au sérieux par les plus hautes instances militaires américaines. Un des documents du ministère de la Défense fait état de la visite du général Gabriel. Gabriel a été mis au courant. On lui a fourni certains éléments, tels que l'enregistrement du colonel Holt, et il les a rapportés en Allemagne. On est alors en droit de se poser cette question. A-t-on fourni au général d'autres éléments qu'il aurait rapportés à son état-major? Vous avez une bouteille pour mettre ça? Quelqu'un a une boîte à échantillons? Nous savons, grâce à l'enregistrement du colonel Holt et grâce aux témoignages des personnes présentes, que des échantillons du sol ont été prélevés. On a également prélevé des échantillons de la sève et des écorces des arbres qui avaient été abîmés. Tous ces éléments ont disparu. Selon moi, ceci est tout simplement extraordinaire et tout à fait sans précédent. Le général Gabriel avait une raison parfaitement rationnelle de se trouver sur la base. Tim Printy propose une théorie différente. Il était certainement préoccupé par le fait que son personnel ait fait intrusion sur le territoire britannique, alors que les sorties en uniforme y sont interdites. Il a pu penser que les gens allaient se demander pourquoi l'armée américaine se promène dans mon jardin. Si l'on a voulu taire certaines choses, un homme est bien placé pour en parler. Larry Warren demeure un personnage dérangeant, non seulement par ses déclarations sur les ovnis, mais aussi pour le débriefing particulier qui a suivi. Eh bien, ils ont projeté ce film et, vous savez, c'était des prises de vue réalisées avec ces caméras, mais... Il dit que ça commençait par la projection de choses assez anodines. Dans la pièce, il y avait deux types qui s'étaient présentés comme faisant partie des services de sécurité des forces armées, c'est-à-dire les gros bras de la NSA. L'un d'entre eux a dit « Vous ne comprendrez jamais ce que vous avez vu. Tout ceci doit rester secret, vous ne devez pas aborder ce sujet. » Tout ça, pour moi, a commencé la nuit suivante. Rien à voir avec ce truc dans les bois, ou je ne sais quoi. Non, la nuit suivante, c'est là qu'ils ont montré les dents. Et c'était plutôt moche. Ce qui s'est passé ensuite lui revient par bribes. Mais les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Les souvenirs de Larry Warren de la rencontre avec l'OVNI au cours de cette troisième nuit dans la forêt de Rendlesham s'apparentent à un film de science-fiction. Mais ces allégations vont plus loin. Warren pense que le gouvernement américain a testé en 1980 à Bentwaters des techniques d'interrogatoire agressives afin de reprogrammer les mémoires.
Quelques souvenirs me reviennent aujourd'hui. Je suis dans un environnement médical. Je suis sous perfusion. Des militaires et d'autres types me parlent. Je les vois. Vous n'êtes jamais allé là-bas? J'ai des images brouillées, décousues, d'une installation très étrange. Du genre de celle où ils peuvent vous injecter des tas de trucs pour jouer avec vous. Et ils ont passé 2 jours à jouer avec moi. Le gouvernement des États-Unis a-t-il jamais utilisé ce genre de technique d'interrogatoire? Le projet MK-Ultra était une opération secrète de contrôle mental menée par la CIA dans les années 50. Elle a officiellement pris fin en 1973. MK-Ultra était un programme de la CIA. Il avait pour objectif de savoir si des techniques utilisant des drogues ou l'hypnose pouvaient être utilisées pour influencer les gens, pour modifier leur comportement, pour créer de faux souvenirs et, pourquoi pas, d'effacer les vrais souvenirs. C'était sans aucun doute une combinaison de substances hypnotiques, hallucinogènes et de menaces dans le but de distordre la réalité ou de construire de fausses images. Si elle est vraie, l'expérience de Larry ressemble en tout point aux objectifs du programme MK-Ultra. Mais l'incident de la forêt de Rendlesham a eu lieu en 1980 et ces techniques, les drogues, l'hypnose, etc., étaient apparemment toujours employées. S'agit-il simplement des faux souvenirs d'un jeune aviateur émotif? D'autres ont-ils été soumis au même traitement? Cela pourrait-il expliquer la perte de mémoire de John Burroughs pendant les 14 heures qui ont suivi sa dernière observation d'OVNI? Je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souviens pas. C'est une des choses qui me perturbe. J'ai certains souvenirs très précis. Je me souviens parfaitement de mon retour à la maison le premier soir. Mais j'ai oublié ce qui s'est passé après cette 3e nuit, à part le fait que je commençais à rentrer. Des aviateurs tels que Burroughs et Warren sont du menu fretin. Mais que dire de l'officier supérieur présent cette 3e nuit? Nick Pope a interrogé Charles Holt à ce sujet. Holt a eu la très forte impression que quelque chose d'inexpliqué avait eu lieu cette nuit-là. Le colonel Holt ressentait une énorme colère et aussi de la frustration. C'était dû au fait qu'un avion banalisé était arrivé à la base. Des hommes que personne ne connaissait étaient en train d'interroger, et parfois avec des méthodes agressives, les témoins de l'incident. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous pouvez interroger des témoins, mais vous ne les menacez pas. Vous ne les droguez pas, vous ne les hypnotisez pas. À ce moment-là, j'étais un gamin et j'étais désorienté, troublé. Warren écrit à sa famille. C'est le seul document dont il dispose pour étayer ses dires. J'ai écrit « Maman, je te dirai tout sur l'OVNI quand je rentrerai. Je ne peux pas te l'écrire, ils lisent tout. » Mais des questions subsistent quant aux expériences de Larry Warren sur le terrain cette nuit-là et à son interrogatoire présumé. Il semble n'y avoir aucune trace d'un rapport officiel. Le problème avec l'histoire de Larry, c'est que peu ou pas de témoins du tout le mettent en situation là-bas à cette époque. Cela peut vouloir dire que soit l'histoire de Larry n'est pas vraie, soit cela signifie simplement que Larry a été témoin d'autre chose auxquelles des gens comme Holt, Burroughs et Penniston n'ont pas assisté. N'en sait rien. La version de Larry Warren n'avait que peu d'écho, jusqu'en 2010. Un document est venu corroborer ses dires sur sa rencontre avec des extraterrestres. Le 17 juin 2010, le colonel Charles Holt, l'officier le plus gradé à avoir participé à l'observation d'OVNI à Rendlesham, signe une déclaration sous serment dans laquelle il raconte en détail les événements de la 3e nuit. Holt déclare qu'il pense que les objets qu'il voit ont une origine extraterrestre. Mais l'affidavit de Holt va plus loin. Il soulève une autre question sujette à controverse. Y avait-il des armes nucléaires sur la base de la RAF à Bentwaters? Holt déclare qu'il ne peut ni affirmer ni démentir que des armes nucléaires étaient conservées dans la zone de stockage. Même Nick Pope ne peut en parler ouvertement.
J'ai été au service du ministère de la Défense pendant 21 ans. Et dès le premier jour, j'ai signé la loi sur les secrets officiels, ce qui me lie pour la vie. Je ne dois ni confirmer ni démentir les histoires ou rumeurs qui circulent au sujet des armes nucléaires. Mais Larry Warren, lui, dira ce que les autres ne peuvent pas dire. Bentwaters et Woodbridge étaient des bases de la Royal Air Force de première ligne pendant la guerre froide. C'était une option de frappe de premier choix pour les Russes et nous le savions. Nous sommes devant l'entrée du bunker. On l'appelait comme ça à cause du matériel radioactif à l'intérieur, des charges nucléaires. Donc c'était chaud, c'était du nucléaire. Franchement, personne sur la base n'aurait parlé d'armes nucléaires, ça non. Larry Warren dit qu'on lui a parlé de la présence d'armes nucléaires au cours d'un exercice au bunker. J'ai travaillé ici une nuit pour remplacer un flic et j'ai eu pas mal d'explications sur ce qu'il y avait là-dedans. Il y avait un stock énorme d'armes nucléaires tactiques. Peut-on croire ce que nous dit Larry Warren? Des documents obtenus auprès du Conseil de défense des ressources naturelles pour la protection de l'environnement ont étayé son affirmation selon laquelle il y avait des armes nucléaires à Bentwaters. Ces documents indiquent que jusqu'en 1986, la RAF disposait à Bentwaters d'une installation de stockage de bombes nucléaires d'une capacité de 100 ogives nucléaires. En dépit du fait que le gouvernement ne confirme ni ne dément les rumeurs sur le nucléaire, Lord Hill Norton, amiral et ex-chef d'état-major de la Défense, a été plutôt franc. En 1997, Hill Norton écrit une lettre au ministère de la Défense, demandant que l'on ouvre une enquête sur les déclarations du colonel Holt. Dans cette lettre, il fait référence à Bentwaters comme étant doté d'un arsenal nucléaire. Les ministères, et le ministère de la Défense en particulier, déclarent que rien de ce qui s'est passé cette nuit de décembre dans le Suffolk n'intéresse la Défense. C'est faux, tout simplement. Ce qui fait que Rendlesham est un problème délicat pour le Royaume-Uni, c'est qu'en effet, il y avait des armes nucléaires, mais qu'elles n'étaient pas censées s'y trouver. La présence possible d'un arsenal nucléaire à Bentwaters aurait pu compromettre le traité signé par les États-Unis et le Royaume-Uni. Ils ont menti aux gens, ils ont dit qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires alors que c'était faux. Et en décembre 1980, ils auraient pu être prêts à les utiliser. Nous sommes au centre des opérations de guerre de Bentwaters. Dans le cas d'une guerre ou d'un incident nucléaire, cette salle aurait joué un rôle clé. Décembre 1980 est sans conteste un des moments les plus chauds de la guerre froide. La crise politique en Europe de l'Est menace l'équilibre du pouvoir dans la guerre froide. Le monde est proche de l'alerte rouge. Woodbridge et Bentwaters étaient des bases nucléaires avancées de l'OTAN à cette époque. Donc si quelque chose devait se produire, si une guerre éclatait, elles auraient été des bases stratégiques dans ce conflit. Quelle chose avait survolé Bentwaters, la base de la RAF? Et surtout, pourquoi l'avait-elle fait? Y a-t-il une relation entre ces observations faites à Bentwaters et celles faites sur d'autres bases nucléaires aux États-Unis? Pendant 4 décennies, des objets volants non identifiés ont été aperçus à proximité de sites nucléaires sensibles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Déjà en 1948, des objets volants non identifiés avaient survolé le centre de recherche nucléaire de Los Alamos. En 1975, à la base aérienne de Loring, dans le Maine, pendant 2 nuits, des appareils survolent les zones de stockage des armements. Les preuves écrites sont évidentes. Partout aux États-Unis, il existe des rapports officiels d'observations inexpliquées sur des bases nucléaires américaines. Mais l'incident le plus convaincant et le mieux documenté est celui de la forêt de Rendlesham au Royaume-Uni en décembre 1980. Le voilà, il arrive du sud. Il vient vers nous. Ce qu'il faut retenir du cas de Rendlesham, c'est que pendant des années et des années, il a été vu comme une histoire d'OVNI, comme une fascinante histoire d'OVNI. Mais je crois qu'il est important de garder à l'esprit qu'elle est en relation avec le nucléaire. L'élément clé de cet événement, c'est son lien avec le nucléaire. Ma première idée était
qu'il s'agissait d'une sorte de prototype secret d'avion ou de drone. J'ai vraiment envisagé cette hypothèse d'avion secret espion ou de drone, tout simplement parce que les autres hypothèses allaient trop loin. L'affidavit du colonel Charles Holt indique clairement qu'il croit que les objets qu'il a vus à Bentwaters étaient d'origine extraterrestre. Richard Dolan a une théorie intéressante quant à l'exactitude des propos de Holt. Pourquoi d'hypothétiques aliens s'intéresseraient-ils à notre technologie nucléaire? La technologie nucléaire peut vraiment anéantir la planète, comme ça. Pendant les années 50, 60 et 70, cette planète a été soumise à plus de 2000 explosions d'engins nucléaires. 3 nuits d'observation, dont 2 d'entre elles soigneusement documentées, montrent que cet appareil est arrivé à un moment de tension historique sur le front de la guerre froide. Alors si vous êtes une intelligence qui surveille la Terre, et que vous voyez les espèces indigènes faire exploser des bombes nucléaires les unes après les autres encore et encore, vous pourriez y prêter attention et même être préoccupé par ce que mijotent ces indigènes. Tim Printy est sceptique. L'énergie libérée par une explosion nucléaire est très dévastatrice localement, mais relativement insignifiante lorsque vous l'observez depuis l'espace. Si vous vous trouvez sur la Lune, vous ne verrez probablement rien. Le rayonnement diminue avec la distance. Plus vous êtes loin, plus il est faible. De nombreux scientifiques ont souligné que la puissance des armes nucléaires serait insignifiante pour une espèce d'alien qui maîtrise le voyage dans l'espace-temps. Pourtant, les fichiers et documents officiels révèlent que quelque chose de bizarre s'est passé sur les bases aériennes de Woodbridge et Bentwaters en décembre 1980. Était-ce la crainte d'une guerre, de l'espionnage, une dissimulation de bases nucléaires ou quelque chose d'encore plus étrange? Les dossiers et documents officiels relatifs à l'incident de Rendlesham établissent la preuve irréfutable de la présence d'armes nucléaires sur la base de la RAF, la preuve partielle de la présence d'objets volants non identifiés près de ces bases. Puisqu'il n'y a pas de preuve concluante que ces objets étaient d'origine alienne, le mystère demeure non identifié. Cela pouvait-il venir d'ailleurs? Je ne peux pas l'exclure. Quand vous avez éliminé toutes les autres possibilités, il ne vous reste plus beaucoup de choix. Ça se dirige par ici. Ça se dirige vraiment par ici.